Mes chers collègues, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le rapporteur, après l'audition de Thomas Fatoum, directeur général de la CNAM, nous poursuivons notre programme de cet après-midi avec monsieur Franck Fenlennep, directeur de la Sécurité sociale, à qui je souhaite la bienvenue dans cette salle. Je vous rappelle, mais vous le savez probablement, que notre mission d'information a été constituée à l'initiative du groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, auquel appartient notre rapporteur Xavier Iacovelli, et pour un rapport, nous avons engagé ce travaux pour un rapport devant être rendu public à l'été 2024. Cette audition fait l'objet d'une captation vidéo. Elle donnera lieu à un compte rendu écrit annexé à notre rapport. Vous avez reçu un questionnaire écrit, mais le rapporteur et les sénatrices et sénateurs présents ici vous poseront des questions dans le cadre de cette audition orale. Je vais sans tarder passer la parole à Xavier Iacovelli, notre rapporteur, pour une première série de questions. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Directeur, comme vous l'indiquez, Madame la Présidente, cette mission a été lancée par le groupe RDPI dont j'appartiens, et c'était à l'initiative au départ sur la question du pouvoir d'achat sur les retraités, mais nos questions vont être bien sûr plus larges que les simples retraités, mais c'était donc effectivement à l'origine de la création de cette mission d'information. Donc moi, plusieurs questions. La première, quel regard portez-vous sur la hausse des tarifs des complémentaires santé, notamment les transferts de dépenses vers les complémentaires santé et les évolutions récentes telles que la généralisation de la couverture complémentaire santé collective pour les salariés et le 100% santé? Est-ce que vous pensez qu'elles ont eu une responsabilité dans la hausse de ces tarifs? Et les nouveaux transferts de dépenses de l'AMO vers l'AMC sont-ils toujours envisagés? Peut-être nous parler aussi de quelle obligation pour les complémentaires santé comporte aujourd'hui le cadre du contrat solidaire et responsable en matière de panier de soins, de remboursement, de gestion. Est-ce qu'il existe des pistes de réflexion pour faire évoluer ce panier de soins du contrat solidaire et responsable? Est-ce que vous pouvez nous présenter aussi les différentes dépenses publiques en vue de favoriser la couverture pour un contrat de complémentaire santé, notamment dépenses fiscales, avantages sociaux, complémentaires santé solidaire, et combien ces dispositifs coûtent-ils chaque année à l'assurance maladie et à l'État? L'effort consenti par la puissance publique en la matière est-il équitablement réparti entre les différentes catégories socio-professionnelles et les différentes classes d'âge? Et les professionnels de santé que nous rencontrons font régulièrement l'état de la charge administrative importante qu'impliquent les relations avec les complémentaires santé, notamment en matière de tiers payants. Certains demandent un payeur unique pour éviter cette charge importante et qui pourrait leur dégager du temps médical, en tout cas du temps face aux patients et pas du temps face à leur ordi. Donc est-ce que il y aurait une solution pour ce payeur unique ou cette amélioration? On a eu déjà la discussion effectivement avec le directeur de la CNAM, mais peut-être que vous pourriez nous donner peut-être des éléments à ce niveau-là. Et de manière générale, nous avons besoin d'informations sur la fraude mettant en cause l'assurance maladie complémentaire. Quels sont les vecteurs de cette fraude, les acteurs principalement concernés, les mesures de lutte mises en œuvre et les sanctions prononcées? Madame la Présidente, pour la première salve de questions, j'en ai fini. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur. Mesdames et Messieurs les sénateurs, alors ça fait déjà beaucoup de questions sur lesquelles je vais essayer d'être synthétique et, cas échéant, vous me relancerez si je le suis trop. Alors, la première question sur la hausse des tarifs des complémentaires. D'abord, peut-être la première chose, c'est que nous, à la direction de la Sécurité sociale, mais comme ailleurs dans l'État, nous ne disposons pas d'une base de données avec l'ensemble des tarifs de tous les contrats, de tous les complémentaires. Donc en fait, nous ne connaissons pas la hausse des tarifs des complémentaires. Nous lisons
comme tout le monde et comme les ministres, les hausses que déclarent soit les complémentaires, soit parfois des courtiers ou des professionnels du secteur. Mais évidemment, nous sommes dépendants de ce que nous en lisons. Autant nous suivons, et l'adresse que vous avez auditionnée, je crois, suit les dépenses globales des complémentaires, mais pas les tarifs individuels. Néanmoins, ce que nous avons fait ces derniers mois, c'est que nous avons essayé d'estimer ce que pourrait être une hausse moyenne des tarifs. Nous l'avons fait dans le cadre des échanges entre le ministère de la Santé et les organismes complémentaires en fin d'année dernière, après notamment la hausse du ticket modérateur sur les dentistes et après les annonces d'un certain nombre de complémentaires imputant l'ensemble de leur hausse à des décisions gouvernementales. Ce qui n'est pas le cas, je le dis clairement, et ce que le ministre de la Santé de l'époque, Aurélien Rousseau, en décembre, a eu l'occasion de dire extrêmement clairement aux 3 familles d'assureurs complémentaires santé. Mais néanmoins, pour essayer d'objectiver les choses, nous avons donc essayé d'estimer la hausse des prestations des complémentaires santé en 2023 et en 2024 sur la base des données dont on dispose, nous, pour le suivi de l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Donc, nous suivons les dépenses de l'assurance maladie obligatoire et avec les données dont nous disposons, nous pouvons essayer d'évaluer la hausse des dépenses des complémentaires. Ça n'est qu'une évaluation, ça prétend absolument pas une grande précision parce qu'il y a certaines dépenses des complémentaires que nous ne connaissons pas, mais c'est quand même un cadre de référence qui nous semble intéressant. Pour 2023, nous estimons la hausse des dépenses des complémentaires, des prestations, sur les prestations, de l'ordre de 4,5%. Et pour 2024, légèrement, un bon 5%. Ce 4,5% de 2023 est plus élevé que les années précédentes parce que lié au contexte, notamment à des dépenses nouvelles autour de l'inflation, à la dynamique de certaines dépenses. Néanmoins, reste quand même inférieur à ce que les complémentaires annonçaient en fin d'année 23, quand l'année dernière, il y a quelques mois, certaines familles de complémentaires santé annonçaient des dépenses sur l'année 23 autour de 6%. Que nous n'avons jamais compris, nous n'avons jamais vu ça dans nos données. Et donc, je le dis parce que donc, certaines familles nous disaient ces 6% pour 2023 n'avaient pas été anticipés dans les tarifs de l'année, donc il faut les rattraper en 24, donc ça s'ajoute à la hausse de 24. Bon, peut-être que ce 4,5% qui est notre estimation à nous est déjà un peu supérieur à ce que certaines complémentaires avaient estimé, et peut-être que certains ont dû faire du rattrapage, je n'en sais rien, mais en tout cas pas à la hauteur qu'ils annonçaient. Et ensuite, le chiffre qui a été beaucoup discuté, c'est celui pour 2024. Les hausses de tarifs annoncées par les complémentaires, alors selon les familles, selon le type de contrat, évidemment, peuvent être très variables, mais on a entendu des chiffres autour de 8%, et puis on a entendu des chiffres plus élevés, 10, voire 12% dans certains cas. Nous, et donc ça, ce que je dis là, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, en décembre, l'a dit aux complémentaires, nous, notre estimation à la direction de la Sécurité sociale, c'est une hausse des dépenses, je dis, autour de 5%, qui peut expliquer des hausses de tarifs moyen entre 5 et 7. Parce qu'entre la hausse des dépenses et la hausse des tarifs, il peut y avoir 2 points en plus à peu près pour ce qu'on appelle l'effet Noria, c'est-à-dire qu'en fait, la dépense moyenne de la complémentaire augmente de 5%, mais les dépenses individuelles, elles, doivent augmenter plus vite parce qu'il y a des gens qui sortent par le haut, qui ont des dépenses plus élevées, qui sont plutôt des personnes qui quittent ou qui décèdent, et puis des nouveaux entrants qui souvent sont plus jeunes. Donc nous, techniquement, il nous semblait qu'une hausse comprise entre 5 et 7% pouvait s'expliquer. Ça, c'est la hausse moyenne. Évidemment, ensuite, il peut y avoir des spécificités individuelles en fonction du portefeuille de l'organisme complémentaire, en fonction de sa situation financière, peut-être d'un besoin de rattrapage, d'une situation financière dégradée, etc. Mais en tout cas, il ne nous paraissait pas possible d'imputer des hausses au-delà de 8, 9, 10, parfois 12% à la situation et aux décisions du gouvernement. Ça, c'était vraiment pas le cas. Et la deuxième chose, c'est que dans cette hausse de à peu près 5% des prestations, l'assiette des prestations des complémentaires, c'est pour simplifier de l'ordre de 30 milliards. Donc 5% sur 30 milliards, ça fait à peu près 1,5 milliard. Et dans ce 1,5 milliard de dépenses supplémentaires des complémentaires, il y a, à notre estimation, 350 millions à peu près au titre du ticket modérateur dentaire, puisque c'était 500 millions, mais une petite partie en 2023, et puis la plus grosse partie en 2024. Voilà, donc ça, les complémentaires, le ticket modérateur dentaire, ça représente 350 millions sur 1,5 milliard. Vous voyez, c'est quand même une part limitée. Après, il y avait d'autres décisions, d'autres hausses
qui devait être financé dans le cadre, par les complémentaires aussi, dans le cadre de la hausse habituelle, de certaines décisions, la hausse de la consultation, par exemple, dans le cadre du règlement arbitral. Mais tout ça était d'autres négociations conventionnelles. Mais tout ça, évidemment, ne peut pas imputer, les complémentaires ne peuvent pas, et nous leur avons dit, simplement imputer ça à des décisions du gouvernement. Ce sont des négociations conventionnelles auxquelles l'UNOCAM est associé. Et voilà, c'est la décision collective du système de santé et des assureurs de base comme complémentaires. Voilà, donc en tout cas, il faut relativiser l'impact des transferts, comme on dit, sur la hausse des tarifs. C'est une part très minoritaire. Ces transferts, je ne reviens pas dessus en détail, je pense que Thomas Fatoum précédemment a dû le faire, hein, mais c'est pas, rappeler qu'au cours des 10-12 dernières années, une augmentation de la part de l'assurance maladie dans les dépenses totales est sensible, liée aux effets de structure de remboursement de l'assurance maladie. Et c'est bien en constatant cette augmentation, qui est avérée par les chiffres de la Direction de la recherche, des études et d'évaluation des statistiques, l'adresse, que nous avons entamé il y a 2 ans une discussion avec les complémentaires en leur disant qu'il était quand même intéressant d'essayer de réfléchir à une forme de partage du fardeau et de la hausse des dépenses. Voilà, donc, pas dire qu'on est complètement réussi à convaincre les complémentaires vu leur réaction l'année dernière. Vous me demandez s'il y aura de nouveaux transferts. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je suis bien incapable de vous répondre. Par ailleurs, j'ai toujours insisté sur le fait qu'un transfert peut être un peu trompeur, mais en tout cas, c'est pas, j'ai toujours tenu à bien clarifier qu'il ne faut pas laisser entendre que l'assurance maladie se désengage. Encore une fois, l'assurance maladie, elle ne se désengage pas, puisque ça part dans les dépenses à augmenté sensiblement dans toute la décennie 2010 et encore les années récentes. Et par ailleurs, c'est comme l'assurance maladie obligatoire qui a payé l'essentiel des dépenses pendant la crise Covid. Donc elle ne se désengage pas, simplement l'objectif est d'essayer de stabiliser sa part dans la dépense. Donc nous continuons d'en discuter avec les complémentaires qui, lorsqu'on échange avec eux, nous disent qu'ils ont surtout besoin, ils vous l'ont peut-être dit, surtout besoin de visibilité. Et puisqu'ils ont besoin évidemment d'être capables de planifier la hausse de leurs dépenses et leurs tarifs en avance. Évidemment, ce qui, pour eux, le pire cas serait le cas où il y aurait une décision de hausse forte de ticket modérateur s'appliquant 2 mois plus tard. Mais dès lors qu'il y a un peu de visibilité et de planification possible, moi, ce que me disent mes interlocuteurs, c'est qu'ils sont prêts à continuer de discuter dans le cadre assez formel de discussion que nous avons. Ça, c'est sur les transferts. Donc, deuxième question et sur les tarifs, pardon. Deuxième question sur le contrat solidaire et responsable. Alors, je rappelle juste que quand on dit solidaire et responsable, c'est 2 choses différentes, en fait, solidaire et responsable. Et nous, ce sur quoi on peut être amené à réfléchir, c'est vraiment la partie contrat responsable. Solidaire, c'est-à-dire, derrière le contrat solidaire, l'idée qu'on ne tarifie pas en fonction du risque individuel. Ça, je pense que personne en France ne propose de remettre en question cet acquis. On ne fait pas payer davantage les gens parce qu'individuellement, ils sont plus malades. Il y a une tarification au risque, mais globalisée, à l'âge en particulier, mais pas individuelle. Alors, sur le contrat responsable lui-même, donc ce contrat responsable, il est à la fois assez normé, c'est vrai, mais avec quand même des marges, mais des marges plutôt à la hausse. Alors, il y a quelques plafonds, il y a des plafonnements de remboursement, par exemple en optique. Enfin, c'est quand même un socle sur ticket modérateur, forfait journalier, le 100% santé. En gros, il y a un socle. Et puis, ensuite, les complémentaires peuvent rembourser davantage. Alors, encore une fois, avec des plafonds quand même sur l'optique ou sur les dépassements des médecins spécialistes hors ophtalmo. Est-ce qu'on peut réfléchir à des évolutions? Moi, il me semble que d'abord, il ne faut jamais s'interdire de réfléchir et d'évaluer le dispositif actuel. Et dans mes échanges assez récents avec les organismes complémentaires, je crois qu'on est tous d'accord pour se dire que ce contrat responsable, il a bientôt 20 ans, qu'on l'a enrichi au fil du temps avec les réformes, en particulier assez récemment avec le 100% santé, et peut-être il est temps qu'on prenne un peu de recul et
qu'on regarde s'il n'y a pas, dans certains cas, peut-être soit certaines souplesses à lui apporter, soit dans certains cas, peut-être donner davantage de marge aux organismes complémentaires pour réguler les dépenses ou faire des économies ou dépenser moins, de façon un peu directe, sur l'ensemble des lignes. Mais en tout cas, on n'est pas obligé de tout attendre du contrat responsable. Et aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, parce que depuis longtemps, les organismes complémentaires, par exemple, solvabilisent largement le marché de l'optique en France, en dehors du contrat responsable et en dehors du contrat responsable, dans le cadre du contrat responsable, mais en dehors des obligations du contrat responsable, bien au-delà du socle obligatoire et bien au-delà du socle instauré par le 100% santé il y a quelques années. Et on a vu d'ailleurs, dans la décennie 2000 puis la décennie 2010, les dépenses d'optique en France augmentaient fortement, probablement nettement plus fortement que chez nos voisins européens, en étant très largement solvabilisés par les organismes complémentaires, qui donc offraient des garanties très généreuses. Alors même si aujourd'hui il y a des plafonds, on a probablement encore des garanties qui sont généreuses. C'est le choix des complémentaires, mais en tout cas, elles ne peuvent pas seulement imputer au contrat responsable leur politique, qui peut être aussi une politique d'attractivité vis-à-vis de leurs assurés en la matière. Voilà, donc tout ça pour dire, il y a des choses à faire, en tout cas à regarder sur le contrat responsable. Il y a aussi certainement des choses qui pourraient relever des complémentaires elles-mêmes. Mais voilà, sur le contrat responsable, moi ce que j'ai proposé aux complémentaires, en effet, c'est qu'on puisse en discuter, y travailler dans les prochains mois pour voir s'il y a des pistes possibles. Mais je ne vais pas être du tout concret maintenant puisqu'on n'a pas réellement commencé, mais lorsque j'échange avec les complémentaires sur le fait qu'on aimerait en tout cas avoir une réflexion partagée sur les différentes pistes face à la hausse du coût de la santé et des complémentaires pour les seniors et pour les retraités. Les complémentaires me répondent souvent, regardons le contrat responsable. Voilà, donc c'est possiblement un levier. Je pense que c'est certainement pas le seul, mais c'est possiblement un levier. Regardez s'il n'y a pas quelque chose à faire pour les retraités. Je ne dis pas qu'il faut un contrat responsable senior, j'en sais rien, j'en suis pas là, mais en tout cas pour voir s'il n'y a pas des propositions qui peuvent être mises sur la table pour limiter le coût de la complémentaire pour les retraités. Ça peut être une piste que nous regarderons probablement dans les prochains mois. Sur vos 3 dernières questions... alors sur la fraude, votre question était alors quels sont comment caractériser la fraude du point de vue des organismes complémentaires. Je pense que nous on n'est pas les mieux placés pour ça, c'est vraiment du côté des complémentaires qu'il faut regarder. Mais en tout cas, on peut imaginer que globalement la fraude dont pâtissent ces complémentaires doit être assez proche de la fraude que subit l'assurance maladie obligatoire. Donc j'imagine que Thomas Fatoum vous a déjà répondu là-dessus tout à l'heure. Donc on peut se dire que toutes les actions de détection, de contrôle, de sanctions que mène l'assurance maladie probablement gagneraient à être davantage coordonnées avec les organismes complémentaires, puisqu'ils remboursent souvent, partiellement, mais les mêmes prestations. Voilà, donc ça, en effet, on y travaille avec l'assurance maladie et avec les complémentaires. Si possible, nous espérons déboucher. J'espère qu'on y arrivera, c'est un peu tôt pour le dire, mais sur une proposition de mesure en PLFSS. Et ça, Fatoum a dû vous le dire, mais il y a vraiment des enjeux autour des échanges de données. Et voilà, enfin bon, on y travaille avec les juristes, on espère déboucher. Votre question sur le tiers payant et le payeur unique, alors cette demande parfois émise par certaines organisations de professionnels de santé libéraux d'avoir un seul payeur, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous le tiers payant coordonné, elle n'est pas forcément générale, elle n'est pas consensuelle parmi les professionnels de santé libéraux. Donc c'est vrai que certains portent cette demande, mais d'autres pas du tout. En tout cas, à ce jour, ça n'a jamais été une orientation du ministère de la Santé que d'aller vers ce tiers payant coordonné. Nous continuons de souhaiter le déploiement le plus général possible du tiers payant, y compris sur la part complémentaire. Le plus général possible, en tout cas, sur toutes les prestations où le tiers payant est utile, où le coût de la santé est un peu élevé. Bon, on pense par exemple
il y a beaucoup d'autres exemples, mais par exemple au dentaire, où vous savez que sur le 100% santé, on a des taux de tiers payants qui sont assez élevés sur l'optique, par exemple, même très élevés sur l'optique, qui restent encore insuffisants sur le dentaire. Et c'est vrai, quand on en discute avec les chirurgiens dentistes, ils nous renvoient souvent la complexité. Mais quand, en parallèle, vous interrogez les complémentaires, eux vous disent « mais non, ce n'est plus complexe en réalité, nous avons construit des outils techniques qui sont simples à travers une inter-AMC, enfin, voilà, une proposition commune de marché pour l'ensemble des complémentaires ». Donc bon, nous, acteurs extérieurs, hein, ministère de la Santé, on voit ces deux pôles, les professionnels d'un côté et les complémentaires de l'autre, les uns qui nous disent c'est compliqué, les autres qui nous disent non, maintenant l'offre est simple, et nous ne pouvons qu'essayer d'enjoindre les uns et les autres à travailler ensemble pour améliorer les taux de tiers payants, sachant que écrire dans la loi que la complémentaire doit forcément proposer une offre de tiers payant ne suffit pas. Parce qu'en fait, les complémentaires le font. Le sujet, c'est que ce soit les professionnels qui l'utilisent. On sait que dans le passé, il y a eu des tentations, des tentatives d'inscrire dans la loi l'obligation du tiers payant. Ça n'a pas été totalement réussi. Évidemment, c'est compliqué d'imposer le tiers payant de façon générale, hein, parce qu'il y a déjà des populations pour lesquelles il y a du tiers payant, notamment C2S, mais d'imposer du tiers payant de façon générale aux professionnels de santé, tant qu'ils ne sont pas convaincus que pour eux, c'est pas plus compliqué qu'un acte de remboursement quotidien. Voilà. Et donc je pense qu'on n'y est pas encore d'avoir convaincu tout le monde. Voilà. C'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'à la fois sur le C2S et sur les AMO, sur l'AMO, en fait, il n'y a pas de souci. Ils sont plutôt satisfaits du fonctionnement. C'est sur les AMC où ils ont plus de difficultés, des rejets réguliers, des remboursements qui tardent. Et donc, oui, pour les convaincre, il faut faire en sorte qu'il y ait un effort aussi de la part des AMC, je pense. Alors, c'est ce que nous disons régulièrement aux complémentaires, hein, dans nos échanges avec eux. Pour être assez direct, nous leur disons, si à terme, je ne sais pas quand, mais à terme, vous n'avez pas réussi à convaincre les professionnels que c'était simple et que donc il fallait non seulement qu'ils s'approprient, mais qu'ils utilisent l'outil, un jour, la question du tiers payant coordonné risque de se poser. Voilà ce que nous leur disons, en disant un jour, sans chercher du tout à agiter un chiffon rouge à court terme. Mais cette question-là, de la balance, à quel moment est-ce qu'on se dit on n'a pas réussi, on passe à autre chose, elle se posera un jour. Mais il nous semble qu'on est encore dans la phase où on peut essayer d'améliorer le taux de tiers payant parce que les complémentaires ont honnêtement, réellement, je crois, travaillé assez activement ces temps derniers à améliorer et simplifier leur offre. Mais après, moi je ne dispose pas, c'est sans doute les complémentaires qui les ont, et peut-être les professionnels aussi, mais je ne dispose pas des indicateurs montrant si aujourd'hui le niveau derrière de qualité ou d'erreur est bien à la cible. Voilà, c'est certainement des questions d'indicateurs que nous aimerions que les complémentaires partagent avec nous. Mais c'est vrai que ça pourrait être une étape de réfléchir à des indicateurs, des taux de rejet, etc., pour voir comment fonctionnent est-ce que les complémentaires qui préfèrent, semble-t-il, avoir des relations individuelles avec les professionnels de santé doivent en tout cas rendre public ou donne déjà beaucoup de choses à l'adresse, mais peut-être des indicateurs sur ces sujets-là seraient utiles, parce que pour apprécier s'il y a la volonté des uns et des autres, les craintes des uns et des autres, mais les craintes, elles sont toujours moins fortes quand l'information est mieux partagée. On a vu que les éditeurs de logiciels sont peut-être pas tous au rendez-vous non plus sur des solutions. Enfin bon, en tout cas, il pourrait y avoir du partage d'informations, quoi. Oui, alors nous, les complémentaires nous disent être volontaires pour s'inscrire dans un processus suffisamment transparent, et tout en expliquant en effet qu'elles ne peuvent pas tout, hein, et que ce n'est pas elles qui sont au poste du professionnel de santé pour déployer les solutions. Voilà, donc je pense que c'est une proposition que, en tout cas, vous pourriez refaire, et fortement
de tracer un chemin dans lequel chacun prend des engagements, y compris de transparence. Nous, encore une fois, moi, je n'ai aucun élément, j'ai pas d'élément objectif, mais mes interlocuteurs dans les complémentaires me disent que leur offre est de qualité et aujourd'hui, quand elle est utilisée par les professionnels, ne leur pose plus de difficultés. Voilà ce qu'ils disent. On voit bien que les cartes de complémentaires sont, pour certains organismes complémentaires au moins, de façon, sont très format papier, quoi. Enfin, donc, des professionnels qui seraient réticents à faire du tiers payant peuvent se dire que s'il n'y a pas les mises à jour plus fréquentes que l'usure du papier qui sert de certificat d'adhésion. Il faut derrière des systèmes automatisés très simples, mais on voit que c'est possible, simplement c'est plus lourd, c'est plus coûteux, mais les pharmaciens le font, d'autres, dans certains cas, les opticiens le font, c'est possible. Simplement, évidemment, une pharmacie ou un magasin d'optique, c'est pas le professionnel de santé, le médecin ou le dentiste seul dans son cabinet. Voilà, donc je pense qu'on n'a pas encore réussi, quand je dis on, et c'est notamment les complémentaires, on n'a pas complètement réussi encore à convaincre de la simplicité de leur offre. Oui. Hop, attendez. Je voulais revenir, moi, sur tout ce que vous avez dit sur le fait que les mutuelles disent que l'augmentation des tarifs est liée au report des décisions, au transfert dû à des décisions gouvernementales, et à l'évidence, ce n'est pas le cas. Je crois qu'on en est tous convaincus. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est que qui peut contrôler? Vous dites bien que votre estimation elle serait à 4, 5%, maximum 7%, et eux, ils annoncent tranquillement pour 2024 10, 12, pourquoi pas 13, sans justification réelle. Mais vous n'avez pas, vous, la possibilité, bien sûr, de contrôler, puisque c'est du domaine du privé. Mais qui peut, quelle est l'autorité qui pourrait dire, là, vous dépassez les limites, vous n'avez pas droit à dépasser 5%, parce que ça serait... compte tenu de l'évolution de 5%, ok, plus, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a une autorité ministérielle, je ne sais, qui pourrait jouer ce rôle? Parce que sinon, on est vraiment dans du commerce pur et on est toujours à la remorque, j'allais dire. Ils décident que ce sera 10, on prend 10. Ils décident que ce sera 12, on prend 12. On devrait, c'est quand même une dépense. La santé dans son ensemble, c'est une dépense d'abord extrêmement importante, effectivement, et fondamentale, qui n'est pas un commerce au sens propre du commerce. Donc je sais bien qu'il y a des problèmes de transparence nécessaires, et là, à l'évidence, c'est pas le cas. Donc qui pourrait faire ce contrôle et imposer quelque part la variation d'une année sur l'autre du tarif des mutuelles? Oui, alors Madame la sénatrice, en réalité, je crois que dans le cadre réglementaire actuel, c'est presque le contraire. C'est-à-dire que personne ne peut, parce que dans certains cas, prenez un organisme qui est déficitaire, qui n'atteint plus ses ratios de solvabilité, ça peut arriver. En réalité, l'ACPR, donc l'autorité de contrôle et de résolution prudentielle, va imposer à cet organisme d'assurance de prendre des mesures pour retrouver une bonne solvabilité. Et dans la prise de mesures, il y a en général des redressements, comme on dit, des redressements de tarifs, et donc des hausses tarifaires. Donc, et dans ces cas-là, en réalité, donc c'est la CPR, c'est Solvabilité 2, donc directive européenne, l'organisme de toute façon ne peut pas déroger. Donc en réalité, personne ne pourrait revenir par-dessus en disant vous n'avez pas le droit d'augmenter parce que vous êtes dans la situation, pour un organisme qui est dans la situation où il est obligé d'augmenter pour des raisons de solvabilité, parce que de mauvaise gestion passée, par exemple. Ensuite, la question que vous posez, évidemment, est une question que nous posons aussi, qui est face à ces hausses de tarifs, est-ce qu'il y a des moyens, si ce n'est de l'encadrer de façon générale, parce que je vais y revenir, je pense que ce n'est pas forcément possible, mais d'encadrer de façon plus limitée. Et les réponses ne semblent pas complètement
trivial. D'abord, des hausses de tarifs, vous en avez en réalité des milliers parce que, chaque année. Parce que pour une complémentaire de bonne taille, il y a des milliers de contrats différents, ne serait-ce que parce que pour les contrats collectifs, alors vous avez ce qu'ils appellent des contrats standards, qui sont pour les petites entreprises qui sont le même contrat, les mêmes garanties. Donc il y a quelques contrats standards, mais dès que l'entreprise est un peu grande, en fait, c'est ce qu'ils appellent du sur-mesure, et donc négocié avec l'entreprise. Et donc en fait, ce qui fait qu'à la fin, il y a des milliers de contrats. Ça, c'est vrai en collectif. En individuel, il y en a certainement moins, mais en réalité, comme il y a souvent des nouvelles refontes, des nouvelles offres, mais que les anciens contrats demeurent, avec l'accumulation du temps, et pour des assurés qui sont depuis longtemps dans la même mutuelle ou dans les mêmes organismes, vous avez quand même plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de types de contrats différents. Donc c'est très difficile de se dire qu'on va tout normer, alors que tout ça, tous ces contrats répondent à des problématiques différentes, avec des offres, des cibles, des populations couvertes différentes, et évidemment des garanties qui sont très différentes. Vous pouvez avoir des contrats qui sont vraiment des contrats de base, simplement le contrat responsable, et puis d'autres qui sont très couvrants. Et à ce moment-là, les hausses ne vont pas être les mêmes parce que le recours aux soins ne sera pas le même, par exemple. Donc je pense que l'idée qu'on pourrait, en dehors même du sujet de la CPR et de la solvabilité, mais qu'on pourrait tout normer, je pense c'est techniquement pas possible. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y aurait des choses à normer, enfin à normer, j'en sais rien, mais davantage encadrées. Et parfois une idée, une proposition qui revient parfois, qui n'est pas du tout une proposition de la direction de la sécurité sociale, mais qui revient parfois, donc que je commande, c'est celle de se dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un ou quelques contrats de référence et qui, alors plutôt en individuel, parce qu'en collectif c'est quand même plus difficile, mais des contrats de référence et sur lesquels il y aurait un tarif qui lui serait normé et dont les hausses annuelles seraient encadrées. Voilà. Bon, alors je le dis, comme ça n'est pas une proposition qui vient de chez nous, nous ne l'avons jamais analysée, nous n'avons pas analysé juridiquement sa faisabilité et sa compatibilité avec le droit de la concurrence ou la libre entreprise, parce qu'on est quand même sur des organismes d'assurance qui sont privés et qui sont, en tout cas aujourd'hui, totalement libres de leur offre, dans le cadre réglementaire, évidemment, du contrat législatif et réglementaire, notamment du contrat responsable, et de leurs tarifs. Donc, mais voilà, on n'a jamais analysé la faisabilité juridique, mais d'une part, voilà, donc, mais je pense qu'elle se pose quand même. Et puis par ailleurs, évidemment, nous n'avons pas non plus du tout instruit la manière dont ce tarif serait fixé. Mais si vous fixez un tarif identique, alors là je réponds un peu à la place des complémentaires, ça serait vraiment à eux de répondre à ça, hein, mais si vous fixez un tarif identique ou une autre, donc c'est vraiment eux qui vous diront toutes les difficultés que moi je ne peux faire sans doute qu'entrevoir. Mais un tarif identique pour tout le monde, disons à âge donné, parce qu'il y aura probablement quand même une croissance du tarif en fonction de l'âge, même si on voulait la limiter. Mais sur tout le territoire, aujourd'hui, les tarifs ne sont pas forcément les mêmes partout sur le territoire. Parce que le recours aux soins n'est pas le même, parce que le coût des soins n'est pas le même partout sur le territoire. Et donc ça veut dire qu'en fait, le jour où vous faites un tarif identique, vous avez des gagnants et des perdants parmi les complémentaires. Et donc si vous avez des gagnants et des perdants, vous avez des complémentaires pour qui le contrat devient déficitaire. Donc soit vous compensez ensuite les perdants en reprenant en gagnant, là ça va... Ah oui, avec un dispositif de mutualisation spécifique à ces contrats. Mais enfin, bon, effectivement, il y a beaucoup de paramètres à regarder et s'assurer, par exemple, dans la lignée de ce que disait Madame, qu'il n'y a pas qu'une complémentaire n'a pas perdu d'argent sur ce contrat parce que ses frais de gestion auraient explosé et que ça l'aurait rendu déficitaire. Enfin, il faut isoler, mais essayer d'avoir une gestion à l'équilibre de ces contrats, de référence, un ou deux de base, indépendamment du lieu ou de l'âge. Enfin, mais ça peut se... Mais alors, le contrat... Mais ça, pour la liberté d'entreprendre, je ne vois pas trop la menace. Il suffit d'inscrire dans le code de la mutualité, dans le code de la Sécu et dans le code des assurances qu'à partir du moment où on a une activité d'assurance santé pour les personnes, dans le régime juridique prévu par l'un de ces codes, on doit, ou pour bénéficier de tel avantage fiscal ou tel... voilà, il faut systématiquement proposer cette offre qui serait lisible, simple,
et à des tarifs assurant. Mais donc, bon, systématiquement proposer l'offre, peut-être, pourquoi pas, une obligation d'avoir cette offre-là dans l'ensemble de l'offre pour être, par exemple, bénéficier des avantages du contrat responsable. Le problème, c'est la tarification, d'ailleurs. Et ouais, à quel prix? Et donc, parce que ce que vous dites, c'est, au fond, après, à la fin, je mutualise pour que en réalité... Et ça veut dire, je rembourse au complémentaire la vraie dépense. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la complémentaire qui a un mauvais portefeuille, entre guillemets, donc plus risqué et plus coûteux, je lui rembourse sa vraie dépense en prenant aux autres. Mais donc ça veut dire qu'en fait, ça n'est plus de la tarification au risque pour la complémentaire. Ça veut dire qu'en fait, c'est un remboursement, je simplifie, mais à l'euro pour la complémentaire. C'est une sorte de régime commun, de fait, à l'intérieur de chaque... Pardon, enfin, on réfléchit tout là. Hein, mais une sorte de régime commun qui faisant intervenir l'ensemble des complémentaires et dont elles assureraient ensemble la gestion pour qu'ils soient tarifés à l'équilibre et avec une compensation des gagnants et des perdants, pour éviter ces surcotisations âge et lieu de vie. Mais en tout cas, ça ressemble pour moi, quand vous dites quoi qu'il arrive, il n'y a pas... Enfin, modulo, sans doute quelques critères sur les frais de gestion, je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, en fait, la complémentaire n'est pas perdante sur ce contrat-là. Donc c'est un remboursement de ces dépenses à l'euro. Globalement, ça revient un peu à ce qu'on fait sur l'ACS aujourd'hui. Ça veut dire que la complémentaire ne porte plus le risque. Voilà. Et donc, c'est d'une façon ou d'une autre, sous forme d'une mutualisation, quelle que soit la mutualisation, mais comme la C2S aujourd'hui, c'est bien une mutualisation via la TSA, en fait. Hein, donc, c'est une mutualisation sur l'ensemble des contrats. Chacun paye une taxe, et cette taxe permet de payer les dépenses de santé des personnes les plus modestes bénéficiaires de la C2S. Donc là, la mutualisation dont vous parlez, ça peut être ça, c'est sous la forme d'une taxe, et ensuite, on rembourse à l'euro les complémentaires pour leurs dépenses sur un contrat. Et donc, ce que vous dites là, d'une certaine façon, c'est est-ce qu'il faut aller au-delà de la C2S? Parce que la C2S, c'est ça, hein, c'est un contrat normé, de qualité, mais normé, sur lesquels les complémentaires ne portent pas le risque et sur lequel le tarif du contrat est encadré. Alors, il est gratuit pour la complémentaire sans participation, et puis il est minime sur la complémentaire avec participation. Dans votre système, ce que vous dites, c'est là, il faudrait que le tarif, lui, soit à peu près à l'équilibre. Mais à la fin, quand même, avec cette mutualisation, c'est quand même un remboursement ensuite à l'euro des complémentaires pour simplifier. Et donc, c'est... Voilà, Pour les autres pistes, alors, enfin, on a vu loi E20, on a vu l'article 7 de l'accord fonction publique. Qu'est-ce que vous voyez comme autre piste pour limiter ces écarts qui vont aller croissant de toute manière avec l'augmentation des dépenses de santé? Mais là, en tout cas, dans le schéma qui était pas encore vraiment envisagé, mais évoqué à l'instant, la dépense va quand même, si ça doit être à l'équilibre, elle va quand même augmenter. Elle va augmenter, mais tout dépend après comment vous tarifez à l'âge. Mais si dans ce système-là, vous le tarifez vraiment à l'âge et à la dépense moyenne par âge, le contrat de la personne de 80 ans va quand même être coûteux dans votre système, parce qu'il n'y a pas d'aide, s'il est tarifé en moyenne au risque, il n'y a pas d'aide publique. Grande différence avec la C2S, où là, le tarif est plafonné à 30 € par mois, quel que soit l'âge, enfin au-dessus de 70 ans, qui fait qu'aujourd'hui, l'écart entre une complémentaire sur le marché et la C2S pour une personne retraitée est probablement maintenant, je sais pas, une centaine d'euros par mois. Vous avez étudié du point de vue juridique l'idée d'avoir une autre C2S, enfin, la question que posait le rapporteur à Thomas Fatoum tout à l'heure, une sorte de complémentaire au sein de la sécurité sociale sous la même forme et assurant aussi une sorte de mutualisation. Alors. Ah oui, la grande sécu, la grande sécu arrive. Alors, pour essayer de répondre. Donc là, je ne suis pas sur la grande sécu, mais donc pour essayer de répondre à votre question sur. Alors, derrière complémentaire public, je pense que pour essayer de clarifier les choses, on peut mettre deux choses. On peut mettre soit une complémentaire vraiment publique, type assurance maladie, et qui propose des contrats, mais tarifés au risque à l'ensemble de la population.
Et à ce moment-là, elle devra le faire au risque et avec des vrais frais de gestion. Alors peut-être que ces frais de gestion seront un peu moindres que ceux des complémentaires privés, ou même moindres parce que par exemple, il n'y aura pas ce qu'on appelle les frais d'acquisition, elle ne fera pas de publicité, etc. Donc on peut imaginer qu'elle ait des frais de gestion moindres, mais ces frais elle aura... Voilà, enfin, la tarification elle-même sera la même, c'est la même dépense que ce soit dans cette complémentaire publique ou dans une complémentaire privée. Donc je ne suis pas certain que l'écart soit si important que ça. Il peut y avoir peut-être un écart sur les frais de gestion, mais pas si important que ça. Et par ailleurs, ça pose des vraies questions juridiques. Vraies questions juridiques. D'avoir un acteur public sur le marché en concurrence avec les acteurs privés, il nous semble qu'il faudrait que cet acteur public, à ce moment-là, fasse la preuve qu'il ne bénéficie pas d'avantages provenant de l'assurance maladie, qui est évidemment un monopole public. Donc il faudrait certainement une comptabilité bien distincte, et par ailleurs, donc, il faudrait que cette complémentaire réponde aux obligations prudentielles, de solvabilité, etc. Donc ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas bénéficier des frais de gestion limités. Non, il nous semble que c'est compliqué. Il nous semble que c'est compliqué. En tout cas, il faudrait une comptabilité analytique qui fasse la différence. En tout cas, l'assurance maladie obligatoire prouve qu'elle fait mieux le boulot. Oui, alors, mais par contre, ça permet de bénéficier du fait qu'il n'y a pas de commercialisation, de frais d'acquisition, qu'il peut-être y avoir des coûts de gestion moindres sur je sais pas, des rémunérations moyennes moindres, des choses comme ça. Donc, je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir des gains. Mais en tout cas, c'est sur la partie frais de gestion. Il faut bien voir que sur un tarif, prenons le cas d'un contrat qui vaut 100 €, les frais de gestion, c'est 20. Donc, imaginons que vous ayez... ce que je dis est totalement théorique, mais imaginons que vous arriviez à avoir des frais de gestion de 10 au lieu de 20. Donc, vous, au lieu de le vendre 100 €, vous le vendez 90 €, votre contrat. Et vous voyez, il va quand même augmenter chaque année ensuite. Il va quand même y avoir une dérive des dépenses liées à l'augmentation des dépenses de santé et au vieillissement de la population. Donc, il sera un peu moindre, mais il y aura quand même une augmentation. C'est pour ça que là, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la C2S, c'est un système très différent. Et donc la C2S, cette complémentaire santé, qui est quand même une forme de complémentaire public, parce qu'elle est financée via une taxe, avec un bon panier de soins, je crois, et aujourd'hui gérée de plus en plus par les CEPAM. Et la part de gestion par les CEPAM continue d'augmenter progressivement depuis la création de la C2S en 2019. Et simplement, là, pour le coup, elle n'est pas du tout tarifée au risque. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, vous arrivez à complètement déconnecter les dépenses de son risque, donc les dépenses de la personne, et ce qu'elle va payer. Et là, vous décidez de ce que la personne va payer de façon indépendante de l'évolution des dépenses d'une certaine façon et du vieillissement de la population. Et donc là, c'est un choix, après, qui vient un choix économique et politique de dire quel est le tarif d'une complémentaire pour départ. Évidemment, c'est population modeste, mais pour cette population modeste, quel que soit son âge, mais y compris les populations âgées, quel est le tarif de la complémentaire. Il faut bien voir que quand on a créé la C2S en 2019, c'était 30 € le montant maximum, c'est toujours 30 €, alors que les contrats complémentaires, depuis, ont augmenté de, je sais pas, 20%, 30%. Donc l'avantage relatif, évidemment, de la C2S, en 5 ans, c'est déjà fortement accru. Et donc, une question qui parfois est posée, alors, juste peut-être avant de venir à des questions grande sécu, mais sur qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les pistes sur la question que vous posiez un peu, quelles sont les différentes pistes qu'on peut avoir face à la complémentaire, au sujet de la complémentaire des seniors. Il y a, je le disais tout à l'heure, travailler sur le contrat responsable. Il peut y avoir, vous mentionnez l'accord de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique qui derrière renvoie à une mutualisation entre les actifs et les retraités, de réfléchir à des modalités de mutualisation entre actifs et retraités, mais il faut être concret, ça veut dire que les actifs vont payer un peu plus cher, si on veut qu'à la fin, les retraités payent un peu moins cher. C'est ce qui se passe à l'assurance maladie, en fait. C'est quand les actifs payent pour les retraités via le financement, la CSG, des cotisations patronales, en fait. Les actifs payent pour les retraités dans l'assurance maladie obligatoire. Il y a un transfert des actifs vers les retraités, c'est voulu comme ça. Et ça voudrait dire faire un peu la même chose, alors évidemment à un niveau bien moindre, mais dans les complémentaires, d'organiser un financement des actifs vers les retraités pour faire une mutualisation. Donc ça, c'est une deuxième piste possible. Puis après, il y a une troisième piste possible. Alors tout ça n'est sans doute pas exhaustif, il y en a certainement d'autres. Mais une troisième piste possible, c'est de travailler sur la complémentaire santé solidaire. Et par exemple, de réfléchir à des dispositifs dans lesquels on élargit la C2S pour les retraités. Aujourd'hui, le plafond de ressources est le même pour tous les bénéficiaires, ce qui fait qu'au plafond de ressources, à autour de 1 800 €, en réalité,
quand vous passez juste au-dessus du plafond, vous perdez un avantage qui est une perte beaucoup plus forte pour un retraité. Parce que le coût de la complémentaire pour le jeune actif va être de 20, 30, 40 euros, juste au-dessus du plafond, alors que le coût de la complémentaire pour le retraité va être de 100, 120, 140 euros. Et donc, il nous semble juridiquement, il ne nous semblerait pas impossible d'avoir un plafond plus élevé pour les retraités, du fait qu'ils ont un reste à charge, enfin un coût de la complémentaire plus élevé. Voilà. Donc ça, évidemment, ce que je dis là ne sont que des pistes de réflexion, de travail. Merci. On vous fait vous livrer un exercice purement théorique et qui ne sont des pistes pour personne. On est en train de réfléchir ensemble et on a la chance d'avoir un expert parmi nous, donc pour border la réflexion, et ça doit être entendu comme ça. Et puisqu'on est dans j'allais pas dire le théorique, mais c'est le bouquet final, la question de Monsieur Fialaire sur la grande sécu. Merci. Moi, je voulais réagir parce qu'on parle de complémentaires publics et on commence à perdre complètement les références publiques, c'est-à-dire payer en fonction de ses moyens et toucher en fonction de ses besoins quand on est... donc moi, ça me paraît un petit peu choquant. Surtout dans votre introduction, vous avez l'air d'encourager ou d'accompagner ou citer le fait qu'on développe beaucoup le tiers payant, on comprend, mais si on développe vraiment le tiers payant, est-ce que le ticket modérateur a encore un sens ? Parce qu'il était fait pour, je l'ai dit, responsabiliser les gens. Quand il y a le ticket modérateur, honnêtement, ça rend invisible la participation effective des gens. Et est-ce qu'on n'est pas arrivé à un moment de l'évolution des remboursements, des prises en charge des mutuelles, des technologies qui permettent aussi, monétiques, qui permettent de rembourser, se reposer vraiment la question et de se dire est-ce qu'il y a encore un sens à avoir un ticket modérateur et ensuite être obligé d'aller dépenser des fortunes en brainstorming pour arriver à faire des complémentaires qui soient juste adaptés, juste concurrentiels. Enfin, je trouve que c'est un peu aberrant parce que quand vous dites que si on mettait tout le monde, les retraités par exemple, on augmenterait, mais au moins on diminuerait la part de gestion des complémentaires qui est assez élevée, et je ne suis pas sûr que, en tout cas, sur leur pouvoir d'achat, que ça retentisse sur leur pouvoir d'achat. Pas du tout. Donc voilà, la question, elle se pose au-delà des simples cotisations. Alors, évidemment, cette question de la grande sécu telle qu'elle a été labellisée dans les travaux du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie il y a 2 ans, pas une question, c'est pas une question simple. Si en tout cas on part si je suis votre raisonnement, si on part de l'analyse du fonctionnement actuel du remboursement intriqué entre l'assurance maladie et les complémentaires, il est sûr que le ticket modérateur n'a aucun effet responsabilisant dans notre système. Par définition, c'est simplement un copaiement. On a 2 payeurs au lieu d'un, mais il y a 0 effet responsabilisant. Les seuls effets responsabilisants, ce que vous disiez exactement, monsieur le sénateur, il y a éventuellement un petit effet responsabilisant à devoir faire l'avance de frais. C'est moins qu'un effet responsabilisant, c'est plutôt probablement un effet qui provoque du non-recours aux soins sur les plus modestes, en fait, l'avance de frais. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu de plus en plus de promotion de l'absence de frais et de tiers payants pour les personnes les plus modestes. Alors, c'est le cas sur la C2S. Parce que là, on considérait que c'était vraiment un frein à l'accès aux soins. Mais sinon, oui, enfin, je crois que plus personne aujourd'hui ne présente le ticket modérateur comme quelque chose qui responsabilise. C'est vraiment un partage de financement. Donc, les travaux du HCAM ont essayé, donc moi je suis membre du HCAM, mais voilà, avec les professionnels, les complémentaires, des économistes, on a essayé dans ces travaux à l'époque de tracer un peu des grandes familles de réflexion, dans laquelle la grande sécu était une des familles, mais il y en avait d'autres, avec ce qu'on appelle notamment le décroisement. Essayer d'éviter de faire du ticket modérateur, et donc avec 2 payeurs, mais de dire il y a des payeurs, c'est 2 payeurs, chacun sur son panier, à 100% ou un peu moins si on veut garder un ticket modérateur, mais à ce moment-là, un ticket modérateur non pris en charge par un autre payeur. Le décroisement, aujourd'hui,
n'est pas complètement simple à envisager, parce que dans le passé, c'était surtout des travaux d'économistes, mais quand les économistes réfléchissaient au décroisement, ils disaient en gros il faudrait que les complémentaires prennent l'optique, le dentaire, c'est-à-dire les postes sur lesquels elles sont déjà majoritaires aujourd'hui dans le remboursement, ce qui est toujours le cas. Mais avec le 100% santé, on a vraiment intriqué complémentaires et assurance maladie obligatoire. Donc, aller vers un décroisement, encore une fois, c'est un scénario assez théorique, ça veut dire revenir sur le 100% santé et dire finalement, ce 100% santé, il est demain totalement à la main des complémentaires. C'est pas impossible, mais en tout cas, c'est un schéma assez différent de ce qu'on a fait ces dernières années. C'est pas forcément impossible. Mais à la fin, ce qu'on voit quand on fait ça, c'est que probablement, on a un montant total de dépenses des complémentaires qui est réduit par rapport à aujourd'hui, le jour où on essaie de décroiser, parce que probablement, l'assurance maladie sera quand même évidemment sur l'hôpital, mais elle sera probablement aussi sur les médecins généralistes, probablement sur les médecins spécialistes, à moins d'aller dire que les généralistes passent du côté des complémentaires dans ce schéma théorique, mais pas complètement simple. L'assurance maladie sera certainement sur les médicaments à 100%, peut-être aussi sur ceux à 65%. Bon, ça encore, ça peut se discuter, mais globalement, vous avez du mal à faire un panier de dépenses pour les complémentaires qui soit à la même hauteur qu'aujourd'hui. Et donc, vous faites quand même des redistributions fortes et à la fin, vous retrouvez avec des dépenses moindres, peut-être les mêmes frais de gestion, donc à la fin, des taux de gestion plus élevés. Et donc, quand on pousse cette logique-là en se disant c'est insuffisant, on va jusqu'au bout, ce que vous disiez, en disant il n'y a plus de complémentaires du tout. Et plus du tout. Et c'est l'assurance maladie qui rembourse tout. Et alors à ce moment-là, c'est ce qu'a montré les travaux du HCAM, que je n'ai pas relu depuis 2 ans, mais si je me souviens bien, c'est qu'il y a... donc entre 7 et 8 milliards de frais de gestion, dont le HCAM faisait l'hypothèse qu'en gros, il y en avait la moitié qui était redistribuée en pouvoir d'achat pour les assurés. L'autre moitié demeurant, parce que, si je me souviens bien, dans les travaux du HCAM, il restait quand même des complémentaires pour solvabiliser certains dépassements ou certains postes de dépenses, ou des supplémentaires. Voilà. Et donc, c'est 3,5 milliards de gains, mais évidemment, au prix d'une modification drastique du financement des 30 milliards actuels de prestations, aujourd'hui financés par des cotisations des assurés et des employeurs, et demain financés par les prélèvements obligatoires de l'assurance maladie, c'est-à-dire CSG, cotisation patronale notamment. Après, on peut toujours en imaginer d'autres, mais enfin, c'est difficile de ne pas regarder d'abord ce qu'avait fait le HCAM, les prélèvements habituels, c'est-à-dire CSG et cotisation patronale. Et ça... Et bon, donc le jour et c'est pour ça que je crois, à l'époque, le gouvernement et le président de la République dans sa campagne n'ont pas repris du tout ces propositions, pas ces propositions, mais cette piste du HCAM, qui n'était pas une proposition, qui était une piste parmi d'autres. Ça n'a pas été repris parce que vous vous retrouvez à devoir assumer, d'une part, un énorme plan social dans les complémentaires santé, probablement plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais par ailleurs, une hausse de CSG de 1 point, je ne sais plus quelle était la simulation dans le rapport du HCAM. Alors après, on peut dire oui, mais les gens ne vont plus payer leurs cotisations en santé. Oui, mais quand même, en général, en tout cas, c'est la crainte qu'on peut avoir, c'est les Français vont voir davantage le nouveau prélèvement obligatoire que la cotisation en moins. Voilà. Oui, enfin, c'est pas significativement moins en moyenne. Non, mais enfin, on se dit, enfin, c'est les 7 milliards sur 30 divisé par 2. Donc, on est à 3 milliards 7. Qui est quand même importante, c'est qu'à ce moment-là, tout le monde... Ça, c'est exact. Enfin, la justice, elle suppose... Enfin, ça dépend aussi du choix des prélèvements. Oui, non, mais c'est sûr. Il y aura... C'est sûr. Difficilement que des gagnants quand même. Donc les 3 milliards vont être répartis. Je crois que dans le rapport du HCAM, il faisait quand même l'hypothèse de pas mal les répartir pour les retraités. Mais enfin, à la fin, vous avez quand même une hausse de CSG des retraités, probablement, et d'ailleurs et des actifs aussi. Donc, enfin, voilà. Donc, en tout cas, c'était un scénario très théorique, qui encore une fois n'a pas été porté politiquement, dont on voit bien... ni par le HCAM, qui était un scénario parmi d'autres, et le HCAM, d'ailleurs, ça s'est pas très bien passé à l'époque, et donc on a auditionné Pierre-Jean Locry, qui nous a dit à quel point aucun de ces scénarios n'avait recueilli le succès escompté. Oui. Mais c'est pas illogique, parce qu'on a des acteurs en place qui sont nombreux, et c'est une réforme assez radicale dont on se dit que probablement on verra au moins autant les inconvénients que les avantages, au moins pendant une période transitoire. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur le rapporteur, mesdames les sénatrices, monsieur Fialer?
Ah oui, on me souffle une petite dernière question. Dans le champ du remboursement de certains organismes complémentaires, décidés par eux, il y a des actes dont l'intérêt thérapeutique n'a pas toujours été reconnu par les autorités. Est-ce qu'il y a des... Alors évidemment, on peut pas interdire aux gens de s'assurer pour couvrir tel ou tel... mais enfin, il s'agit d'une assurance santé. Le seul fait qu'un assureur santé propose d'assurer certaines pratiques ou actes qui... le seul fait de les assurer quand on est un assureur santé, c'est leur donner une crédibilité scientifique, etc. Est-ce qu'il y a des réflexions sur le périmètre ? En tout cas, je vais être prudent dans ma réponse. Je ne voudrais pas que les complémentaires sortent de là en disant la DSS veut encore davantage normer le contrat responsable. Mais en tout cas, je ne vois pas qu'on s'interdise dans les travaux que nous allons avoir avec les complémentaires, que je mentionnais tout à l'heure, sur le contrat responsable, qu'on s'interdise de regarder. Il ne faut pas qu'on s'interdise de regarder ce sujet. Aujourd'hui, les dépenses des complémentaires sur le hors panier de soins, c'est-à-dire ce qui n'est pas du tout pris en charge par l'assurance maladie, c'est un peu plus de 2 milliards d'euros, je crois. Et ça, c'est dans les chiffres de l'adresse. Dedans, il y a un peu plus d'1 milliard d'euros pour les chambres particulières, à l'hôpital ou dans les cliniques. Et puis, il doit y avoir à peu près un bon milliard d'euros sur ces prestations qui ne sont donc pas prises en charge par l'assurance maladie et qui sont des médecines douces au sens large. Mais qui bénéficient, dans le cadre des dépenses des complémentaires, des avantages fiscaux, du forfait social réduit, de l'avantage sur l'impôt sur le revenu et de la taxe sur les contrats d'assurance. Aussi que pour les personnes qui souffrent de certaines pathologies, il y a des choses qui ne sont pas remboursées qui peuvent être utiles. Enfin, on n'est pas... Exactement. Donc, voilà. Une fois qu'on rentre dans le sujet... C'était Pardon, on lève. Non, mais vous avez tout à fait raison. C'était l'élément suivant dans la réponse. C'était dans ce paquet-là d'1 milliard, il y a un peu de tout. Et il y a beaucoup de choses. Il y a certainement certaines dépenses de prévention. Il y a par exemple des dépenses qui ont été lancées par les complémentaires il y a 1 an et demi ou 2 ans sur la prise en charge de soins de psychologues, alors qui maintenant ont été mis en place, vous le savez, par le gouvernement à travers mon soutien psy avec un cofinancement assurance maladie et complémentaire. Mais les complémentaires avaient commencé un peu avant, de façon non obligatoire, hors contrat responsable, et certains avaient financé des forfaits. Et donc vous pouvez avoir des prestations hors panier de soins financés par les complémentaires et qui peut-être dans certains cas soit sont utiles, soit même peut-être ont un jour vocation à rentrer dans le panier de soins. Est-ce que si demain il y a des prestations qui aujourd'hui ne sont pas dans le panier de soins de l'assurance maladie, de diététiciens, d'ergothérapeutes, etc., on a envie de trop les normer ou de dire que ça ne devrait pas être dans le contrat responsable? Je ne suis pas certain, d'autant que nous essayons plutôt de les mettre dans les parcours maintenant, les nouveaux parcours coordonnés renforcés, qui est une disposition de la LFSS 2024 pour des pathologies lourdes. Voilà, donc c'est pour ça que rentrer dans cette question commence à nécessiter de se dire séparer le bon grain de l'ivraie et de se dire certaines dépenses. Là, on voit que les enjeux financiers sont importants mais pas majeurs. C'est quelques centaines de millions d'euros. Donc sur le milliard, c'est quelques centaines de millions d'euros, pas sur 30. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bien, merci beaucoup, monsieur le directeur, et de vous être prêté à cet exercice de brainstorming sans trop de limites. Merci beaucoup, vraiment, et merci à vous, mesdames et messieurs les sénateurs. Et puis à demain.